Bon, je me présente un tout petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Colette Guillopé, je suis très active dans le domaine de femmes et sciences, femmes et mathématiques, des questions d'études de genre. Je suis mathématicienne. Donc, en fait, j'aimerais d'abord faire deux remarques. La première, c'est que par rapport à l'étude, bon, c'est 55 personnes, 2 tiers de femmes. Et je pense que c'est très, très important. Le temps des femmes et le temps des hommes n'est pas le même. Quand je parle des femmes sexe 2, quoi, et des hommes sexe 1, d'accord ? Et je pense que vraiment, c'est extrêmement important de prendre en compte cette variable, femme-homme. Et si vous voulez, je pense que ça représente une partie, effectivement, du public, quand on parle des enseignants-chercheurs. Et bon, j'imagine que, j'ai pas vu vraiment complètement les détails des statistiques, mais tu disais qu'il y avait, je ne sais plus combien, 70% d'enseignants-chercheurs, c'est ça Oui, oui. 70%, et donc là-dessus, il y avait combien de femmes et combien d'hommes? Parce que parmi les personnels administratifs... Pardon? Pardon, je précise, pour les femmes et les hommes, c'est 2 tiers, 1 tiers. Oui, mais parmi les enseignants-chercheurs... On n'a pas fait. Ah. Bon. Non, là, je m'excuse. On avait l'intention de prendre 2-3 questions à la fois, mais juste sur cette question femme-homme, on a posé la question dans qui êtes-vous, etc. Il y avait évidemment femme-homme. On se disait qu'il y aurait un impact, enfin, et on n'a pas travaillé femme-homme sauf l'une de nous, et à vue de nez, ce n'est pas très marquant, la différence. Mais dans notre échantillon, sachant que on a des femmes et des hommes dans les différents métiers, évidemment un pourcentage de femmes plus important dans les métiers de support à la recherche, mais on a aussi des techniciens, des ingénieurs, hein, mais on ne l'a pas travaillé, il nous reste du travail à faire, voilà. Et ce que je voulais rajouter, c'est que, par exemple, les notions de compétitivité, les histoires de compétences, etc., c'est quand même des valeurs extrêmement masculines et auxquelles les femmes sont obligées de s'habituer. Et il y a quand même un débat qu'on espère pouvoir porter dans la société, qui est que il faudrait quelque part changer un peu tout ça si on voulait faire une société plus bienveillante pour tout le monde, femmes et hommes. La deuxième chose, ma deuxième intervention, c'est simplement par rapport à le dernier exposé, là, c'est que j'ai une casquette syndicale qui est donc le SGEN CFDT, et donc nous essayons, moi je suis de l'Université Paris-Créteil, nous souhaitons mettre en place, que l'administration, la présidence mette en place une maison des personnels, de façon à avoir un espace bienveillant où les personnes, enseignants-chercheurs, BIAT, etc., puissent se retrouver, parler, et nous souhaitons même que ce soit mis en place, pas seulement au niveau central, mais dans les différents sites. Paris-Créteil, il y a 12 sites différents, donc voilà. Merci beaucoup, excusez-moi. Oui, je voudrais revenir simplement sur la conclusion de Gérard et autour finalement de l'opposition individu-collectif. Bon. Alors, et je me demande finalement si on a véritablement changé d'époque, puisque les conclusions finalement auxquelles vous aboutissez, c'est de dire aujourd'hui, comme hier, comme il y a un siècle, finalement face à la division du travail, la division individualisée du travail, ce sont les collectifs qui sont toujours obligés de prendre en charge finalement les questions de recomposition par rapport au travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent du temps pour justement, concilier le temps. Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose de nouveau ? Marc Pessin, je suis sociologue, je vais intervenir cet après-midi. Donc,
je reparlerai cet après-midi autour des enjeux de genre au sein même de la problématique des temporalités, mais justement, je voulais revenir sur l'intervention de Gérard Galiglio, en présentant, d'une part, il y a une dimension conflictuelle autour du temps, et de l'autre, une dimension de ce que font les acteurs. Mais ne faut-il pas, dans l'analyse même de ce que font les acteurs, ne pas oublier que l'activité est productrice de rapports sociaux, et notamment de rapports sociaux de genre. Et en ce sens, si on oublie ça, on parle de la conciliation comme on nous parle dans toutes les politiques publiques, etc., en oubliant qu'elle est surtout portée par et sur les femmes, les enjeux de conciliation. Donc, la conclusion, je la partage, mais dans l'analyse même, ne faut-il pas réinterroger dans la façon dont les gens s'adaptent, les gens se concilient, hein, ne pas oublier les rapports sociaux qu'il y a derrière. Il y a peut-être une troisième question, puis après vous répondez, puis on prendra peut-être, si on a le temps, si la réponse n'est pas trop longue, on pourra peut-être prendre d'autres questions après. J'avais une question et Hélène la partage. Nous avons une question par rapport à un des points que vous avez donné dans vos conclusions qui nous a surpris parce que ça nous semble en contradiction avec ce que nous avons lu des réponses de nos collègues. Vous dites qu'il en sortirait une forme d'économie morale, ou ce qui serait, ce qui surnagerait, enfin ce qui serait priorisé serait les tâches nobles. Or, je pense que une des raisons pour lesquelles les collègues sont si violents dans leur dénonciation, c'est qu'ils ont le sentiment que le temps du travail ne leur permet pas d'accomplir l'économie. Enfin, on n'a pas la compensation morale de finalement faire ressurgir ce qui est le plus noble dans nos métiers, dans la gestion du temps et l'articulation des temps. Donc toutes les deux, on a réagi à ce moment, à ce temps de votre exposé. On a mal au temps pour la recherche, notamment. C'est pas que je ne le tirais pas de l'enquête et de ses résultats. C'était l'idée, en fait, que dans cette question de la conciliation, entrait en jeu, vraisemblablement, donc cette économie morale où les acteurs se demandaient quelles étaient leurs activités nobles, celles qui l'étaient moins, ce qu'ils devaient prioriser, etc. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont les moyens de le faire et qu'ils peuvent avoir la possibilité de réussir dans cette initiative, si je puis dire. Alors, ce que je tirais de l'enquête, c'était plus, de mon point de vue, ce paradoxe, en fait, individu-collectif, ce qui va me permettre de répondre à la première question. Ma réponse, c'est non et oui. C'est-à-dire que rien de nouveau, puisque, effectivement, dans cette dialectique, je dirais plutôt, entre individu et collectif, on sent bien, quand on analyse le monde du travail de manière générale et quand on fait des enquêtes plus précises sur des populations, qu'il y a un besoin de collectif pour pallier aux difficultés engendrées par les systèmes. Donc, de ce point de vue-là, rien de nouveau. Je vous rejoins tout à fait. Ce qu'il est peut-être davantage, c'est la possibilité au collectif de se constituer pour pouvoir répondre aux difficultés que les individus vivent. Et l'analyse qu'on a fait, en tout cas dans ce numéro spécial, c'est que assez souvent, c'est aux individus qu'incombe la nécessité de se frotter en fait, avec les problèmes systémiques engendrés par les organisations dans lesquelles ils se situent. Donc voilà, ça serait ma réponse. Non, rien de nouveau. C'est-à-dire, évidemment, les collectifs, on a besoin de collectifs pour réguler, opérer des formes de régulation sociale, mais simplement, ces collectifs sont de plus en plus faibles et n'ont pas forcément, l'espace, la latitude pour que les individus s'y investissent, y trouvent refuge, etc. Voilà, donc ça serait le premier point. Donc sur la dernière question, j'ai essayé d'y répondre. Sur la dernière question, évidemment,
cette conciliation dont je parle, c'est pas en étant, comment dire, idéaliste ou c'est plus une piste qui est proposée, mais bien évidemment, ça invite à des enquêtes et ça invite en fait à regarder dans des contextes plus précis quels sont les espaces de contraintes et de possibles, ce qui renvoie en fait à des formes de rapports sociaux à l'intérieur de l'organisation. Et en premier lieu, effectivement, des rapports de genre. Il y a une auteure en fait, qui est très intéressante dans le champ des STS, Science and Technology Studies, qui souvent en fait, voit des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur les questions de genre. Une chercheure qui s'appelle Waxman, et qui nous dit justement, en contestant la thèse d'Armut Rosa, en fait, en essayant de la contextualiser plutôt, celle de l'accélération, etc., elle nous dit il y a une variable qui est complètement occultée par Rosa, c'est les questions de rapport de genre. Et c'est l'idée toute simple que de plus en plus aujourd'hui, dans un ménage, l'homme et la femme travaillent. Et donc, au-delà de cette notion d'articulation, d'accélération, il faut regarder aussi des formes d'inégalité, typiquement dans la prise en charge de la sphère domestique. Voilà, qui, du coup, peuvent engendrer un sentiment d'accélération et de manque de temps plus important pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Merci. Alors, j'ai repéré 2 personnes qui avaient d'autres questions, une personne au fond, Stéphane Lo, peut-être une troisième, et puis voilà, peut-être, je ne sais pas, c'est toi qui gères l'ensemble. Oui, rapidement. Gérald, c'était juste une remarque. Quand tu parles de ces artefacts organisationnels qui sont mis en place comme des éléments aidants à l'articulation, on peut dire qu'effectivement ces dispositifs comme le mode projet que je connais un peu sollicitent, mais à la fois aussi entravent fortement cette capacité à articuler. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus ambivalents, ambigus que... Voilà. Donc c'était... Et effectivement, je pense que tu parlais de compétences aussi, ça serait réfléchir aux figures d'acteurs qui émergent du fait de cette sollicitation en permanence des acteurs dans leur capacité, dans leur habilité en fait à articuler des temps différents. Donc on le voit bien par exemple dans le mode projet où l'organisation ne se suffit pas elle-même, et par cette sollicitation des articulations, on voit émerger des acteurs qui sont dans l'obligation de jouer un rôle de traducteur, de passeur, d'entrepreneur. Bon. Parce que on se trouve dans un temps qui produit beaucoup d'irréversibilité aussi. Ce qu'on oublie, c'est aujourd'hui la dramatisation du temps, c'est-à-dire par l'urgence, il y a tout un effet de dramatisation. Et pour en finir, aussi que 2/3 des répondants soient des femmes, ça montre bien que le temps est peut-être vu comme plus problématique du point de vue de femmes dans leur activité de chercheur. Moi, je peux te témoigner que dans mon cas, j'ai dû solliciter, sur les 5 collègues que j'ai sollicités, il devait y avoir 4 femmes et un homme. Et les 5 ont répondu, mais voilà, ça c'est nos biais personnels. Les femmes ne sont pas dans les mêmes activités souvent que les hommes. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je trouve que c'est un excellent travail, très éclairant. C'est une photographie sur la situation. Bien évidemment, il y a la question du biais de l'échantillon, lié au fait qu'on n'a pas randomisé, clusterisé, etc. Et donc, c'est clair. Mais le travail est louable. Je pense, je m'adresse peut-être à Étienne, faudrait-il pas généraliser? Je pense aussi à une autre chose qui est très importante, parce qu'on est en train de vivre une transition qui est dure. Dans la construction de Paris-Saclay, il y a eu les réformes, Hélène a parlé. Peut-être c'est le moment de faire aussi un bilan, à la fois quel est le ressenti de la base et comment tout ce travail, cet effort collectif a pesé sur, excusez-moi, je suis un économiste, sur la productivité des scientifiques. Et la production, la question du temps est inhérente. Voilà. Moi, je voulais revenir sur la question du doodle. Plusieurs fois, j'ai dit à mes collègues que j'avais une indigestion de doodle, j'en pouvais plus. Mais il me semble que ça ne parle pas que du temps, ça parle aussi de l'espace, c'est-à-dire quand on fait un doodle, on cherche un espace commun, un coup de téléphone, une salle, un Skype ou quelque chose comme ça.
Et est-ce que vous avez regardé aussi cette espèce d'espace perdu, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de nos espaces? Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on est dans une salle de colloque tous ensemble, c'est très important. Vous avez parlé des arènes. Est-ce que les espaces ne sont pas aussi délités? Je pense au laboratoire où on venait de 9h à 17h et maintenant on y passe en coup de vent et on a du mal à trouver des espaces communs. Oui, une petite question, remarque par rapport à l'exposé de Gérald Gaglio. Moi, il me semble que là, on a typiquement affaire à une approche en termes d'appropriation du temps qui débouche sur la question de la conciliation avec, en ouverture, cette solution d'ouvrir des arènes, des espaces de discussion autour de ces différentes formes d'appropriation des temporalités. Mais ma question, c'est n'y a-t-il pas un risque à laisser l'autre pendant du temps, le chronos, aux organisations qui, elles, justement, ont pour fonction de rationaliser le temps de travail. Et donc je pense qu'il faut sans cesse articuler les deux et pas prendre une direction plutôt que l'autre et que les deux se pensent nécessairement ensemble. Sur la dernière question, je te rejoins bien évidemment, mais la difficulté c'est pour les acteurs, les collectifs, y compris constitués en arène, de confisquer en fait le temps mesuré, chronométré, le temps du reporting, de confisquer ça aux organisations qui les emploient. Donc à la fois on a deux dimensions, mais elles sont d'une certaine façon inconciliables. Donc comment faire? Bon, j'ai pas de réponse précise à ça. Juste rapidement, effectivement, dans le travail, dans ce dossier spécial, on n'a pas assez certainement poussé la piste de l'espace, des espaces qui... parce que vous avez raison, le temps ne peut pas se penser indépendamment des espaces, en fait. Bon. Et puis, pour finir sur Doodle, moi, j'aimerais beaucoup faire une enquête là-dessus, parce que ça donne lieu à toute une série de stratégies des acteurs. Qu'est-ce que je remplis? Est-ce que j'attends? Quelquefois, on a des doodles où la date est déjà prévue, enfin, voilà, ou qu'il y a un doodle de convocation. Enfin, voilà, il y a plein de formes tout à fait intéressantes, des subversions de la part des acteurs. Donc c'est un objet en tant que tel, avec aussi un effet pervers qui est, c'est censé nous aider à programmer des réunions, etc. Mais comme il y a énormément de réunions qui sont prévues, il y a plein de moments en fait qui sont en suspens et qui finalement ne sont pas véritablement bloqués. Donc ça c'est un effet pervers aussi. Sur le dernier point, évidemment, Jérôme, le mode projet, comme les autres fonctions que j'évoquais, l'ordonnancement, les répartiteurs, etc., il ne faut pas se limiter aux objectifs que les organisations s'assignent par rapport à ces dispositifs, hein, et voir, comme tu l'as fait, comment les collectifs et les personnes s'en emparent, etc. Sur les figures de l'acteur, en fait, ça c'est intéressant, c'est-à-dire il y aurait des compétences en fait qui sont à l'œuvre et que les chercheurs en sciences sociales devraient mettre peut-être davantage en lumière. Est-ce que ça fait émerger des figures d'acteurs? Je ne sais pas. Mais par contre, ce qui me semble plus clair, c'est que ces compétences sont souvent passées sous silence par les organisations et qu'elles ne donnent pas lieu en fait à des formes de reconnaissance. Et du coup, c'est souvent laissé à la discrétion des personnes, ces compétences-là qu'on essaye d'esquisser. Merci. Merci. Une petite pause.